Salut Hilary. Salut Bart. Je suis trop content d'être là. Ça va bien? Ça va très bien. Écoute, j'ai pas dû faire un grand déplacement puisque tu es venu à Chamonix et donc je suis heureuse de pouvoir faire la rencontre chez moi, ma vallée d'adoption et de cœur. Ouais. Ça fait combien de temps maintenant que tu es installé ici? Donc, dans la vallée de Chamonix, je suis plus précisément à Servoz et je suis là depuis 7 ans maintenant, mais 13 ans en France parce que j'étais sur Grenoble avant de venir ici. D'accord, ok. Oui, donc là, c'est vraiment ton pays d'adoption. On entend que tu as un petit accent. Alors, les plus aguerris auront peut-être compris. Ceux qui ne te connaissent pas se doutent peut-être en connaissant ton prénom. D'où viens-tu? Qui es-tu, Hilary? Alors, donc, je viens des États-Unis, l'État du Vermont, plus précisément, qui est en haut à droite, pour ceux qui ne voient pas où c'est. Juste en dessous le Canada. C'est avec exactement. la frontière. Frontière avec le Québec. Et justement, je n'arrive pas à m'en débarrasser de mon accent. J'espère que les auditeurs vont le trouver charmant. Mais tu sais quoi? J'ai une réflexion sur ça. Moi, je trouve, j'aime encore plus les voix avec des accents. Et je me lasse des voix sans accent. Quand je vais au Québec, je rigole, mais comme pas possible, parce que je trouve que cet accent sent la joie, il sent la bonne humeur. Quand je vais en Belgique aussi, quand je vais dans le sud de la France aussi, j'adore les accents. Et du coup, quand je parle anglais, je garde mon accent français. It's very good that you're doing this. Maybe not at this point, but I can't. I can speak like this, if you want. We could do the interview in English. Ok, why not? Let's go. Une prochaine fois, on commence à faire des interviews en anglais, mais une prochaine fois peut-être. J'aime bien demander aux invités pour commencer, tu vois, connecter un peu avec l'enfance, savoir un peu qui tu étais plus jeune. J'aime bien demander quels étaient tes premiers souvenirs de sport. Comment est-ce que tu as découvert la nature? Comment est-ce que tu as découvert la montagne? Alors, je me suis préparée quand même un tout petit peu et j'ai réfléchi à ce sujet avant de venir te voir. Et c'est drôle parce que moi, je pense que les premiers souvenirs de sport n'étaient pas en nature et c'est pas forcément des super souvenirs. Moi, ma mère, je sais qu'elle m'a mis dans un cours de ballet quand j'avais 3 ans, je crois. Et je sais que j'étais la fille ingérable. J'avais trop d'énergie et j'arrivais pas à me poser pour faire ce qu'il fallait faire. Donc, je sais que ça, c'était pas pour moi. Après, j'ai aussi un souvenir de jouer. Alors, en anglais, c'est T-ball, c'est avant baseball quand on est tout jeune. Et je me souviens que je faisais semblant d'avoir mal au ventre pour ne pas y aller parce que je l'aimais vraiment pas. Et c'est assez drôle maintenant de penser au fait que le début du sport pour moi, c'était pas les meilleurs souvenirs. Après, j'ai fait de la gymnastique quand j'étais jeune et donc là, j'ai vraiment trouvé du plaisir. Après, j'ai aussi des souvenirs de mon enfance, de la nature et étant dehors. Et ça, c'est vraiment que des bons souvenirs, je dirais, parce que donc, mes parents, ils habitent en campagne et c'était vraiment dans la forêt. Et donc, j'ai des souvenirs grimpant des arbres, construisant des abris dans la forêt et tout ça. Et ça, c'est vraiment des bons souvenirs. Et donc, je pense que j'ai cette chance d'avoir pu combiner le sport avec la nature et c'est là où je trouve le plus de plaisir. Ok, je peux comprendre. Et à quel moment tu commences à courir en nature? Assez tard, vraiment assez tard, parce que quand j'étais jeune, j'ai que fait de la gymnastique, vraiment. Après, j'ai testé différents sports au lycée, donc le hockey sur glace, hockey sur gazon, le lacrosse. Je ne sais pas si tu connais le lacrosse, bien sûr. mais c'était pas vraiment des sports de nature, mais j'ai arrêté le sport quand j'ai commencé mes études universitaires. J'avais fait 13 ans de gymnastique, j'avais besoin d'arrêter ça un peu. Mais j'ai commencé à travailler en refuge. Et je ne courais pas, mais puisqu'il y avait différents refuges et on aimait aller d'un refuge à l'autre et un peu explorer autour, je ne courais pas, mais j'allais vite parce que j'avais un temps limité et c'était
un peu l'objectif de est-ce que je peux aller jusqu'à là dans la journée et revenir à temps pour servir le dîner. Donc, j'aurais pas appelé ça la course, mais déjà, je trouve qu'en trail, quand on appelle ça la course, c'est pas toujours le cas. Souvent en marche, souvent c'est la randonnée rapide. Et donc, j'ai commencé ça vraiment quand j'étais à l'université. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans un refuge? C'est quand même pas anodin, tu vois. C'est un job. Alors, ça pourrait être considéré comme un job d'été ou un job de saisonnier, tu vois, comme on dit en France. Mais tout le monde n'est pas attiré par ça. Il y en a qui sont peut-être plus faciles ou plus relax, tu vois. Qu'est-ce qui t'a attiré, toi, vers les refuges? Il y avait un jour, quand j'ai fait une randonnée avec mes parents, et mes parents, je dois dire, je ne viens pas d'une famille très sportive non plus. Ma mère n'a jamais aimé la compétition, elle en fait pas du tout. Mon père, il fait pas du sport proprement dit vraiment, mais on est souvent dehors et lui, par exemple, il coupe du bois pour la maison, donc il est assez costaud, mais c'est pas du sport. Mon frère non plus. Mais on faisait une randonnée et on passait par un de ces refuges et je me souviens que j'ai vu des jeunes qui travaillaient dans le refuge. Je trouvais que c'était un endroit magnifique et je me souviens que je m'étais dit mais comment on fait pour travailler là? C'est tellement cool. Et je l'avais un peu oublié et après pendant les études je me suis rendu compte que je pourrais aussi candidater et peut-être avoir une poste dans un refuge. Après, les refuges chez nous sont un peu différents parce que tout est géré par le club alpin et ce n'est pas des gardiens de refuge qui gagnent leur vie à faire ça, c'est que des membres de jeunes qui travaillent ensemble. Donc, c'est très très fun. Il n'y a jamais le petit-déj à 2h du matin pour les alpinistes. C'est tout le monde mange à 7h du matin. Et donc, c'est un peu plus cool, on va dire, par rapport à ce qu'on peut trouver. Le travail de gardien de refuge dans les Alpes est souvent vraiment très dur. Ah ouais? Tu l'as fait un peu? Non, mais je vois les gardiens de refuge. J'ai eu, ce printemps, on en parlera, mais j'ai passé beaucoup de temps en montagne. J'ai passé beaucoup de nuits en refuge et je vois que une saison de gardiennage est vraiment éprouvant. Okay. Qu'est-ce qui est dur? Je crois qu'il y a beaucoup de choses, mais le fait que, ils n'ont jamais une vraie nuit de sommeil. Ils vont servir le repas de soir. Après, ils règlent toutes les nuitées et les demi-pensions. Après, ils nettoient tout. Ils vont tout ranger après le repas. Après, ils se couchent et il y a, moi, je fais tel sommet, donc j'ai besoin de petit-déj à 2h. Moi, c'est le petit-déj à 3h. Moi, c'est 4h. Machin. Donc, je crois qu'il y a surtout ça, qu'il y a un rythme qui est assez frénétique. En plus, ces dernières années, on voit de plus en plus de monde en montagne. Et c'est chouette parce que les gens, ils découvrent le bonheur d'aller en montagne et de passer une nuit en altitude qui est assez magique. Mais ça veut dire que souvent les refuges sont complets. Et donc, quand tu as un refuge avec, je ne sais pas, 70 places et tu fais à manger et à manger le midi, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc, j'admire les gardiens de refuge et je comprends quand en fin de saison, ils peuvent être un peu courts parce qu'ils sont fatigués. Et qu'ils ont vu beaucoup d'uluberlus parisiens descendre les voir. Par exemple. Ok, en tout cas, tu fais bien de passer le message, de les remercier, de les encourager. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui écoutent le podcast, donc en plus avec ta venue, je suis sûr qu'il y en a plusieurs par ici qui sont là. Et puis si justement vous allez dormir en refuge, soyez polis, soyez courtois, soyez super sympa parce que effectivement se lever à 2h du matin tous les jours, c'est pas facile. C'est vraiment compliqué. On peut toujours amener des petits cadeaux aux gardiens aussi. Ils apprécient. Surtout si c'est en haute altitude, ils n'ont pas accès aux fruits de saison, par exemple. Si on a la forme pour se permettre de prendre quelques grammes de plus, les cadeaux sont bienvenus. Moi, j'ai trouvé. C'est quoi les bons cadeaux? Attends, du coup, tu nous as dit des fruits. Est-ce que, je sais pas, il peut y avoir des cadeaux un peu fun?
Moi, j'aimais bien quand je m'entraînais ce printemps, j'allais souvent au refuge des Cosmiques, qui est en haut de l'aiguille de Midi. Donc pour moi, c'était très peu de distance et j'aimais bien amener aux gardiens là. Par exemple, quand les fraises étaient, il y avait des fraises au supermarché, donc j'amenais des fraises, du bon chocolat, et des fois même juste si c'est très éloigné, il n'y a pas beaucoup de ravitaillement de refuge, d'amener une journal, tu vois, pour qu'ils puissent avoir quelque chose à lire. Ils peuvent écouter la radio, mais d'amener des trucs que tu peux pas avoir quand tu es en bas de vallée, en haut de montagne, mais tu as facilement en bas de vallée. Ok, écoute, c'est prévu. La prochaine fois que je monte, je prends un bon bouquin et une bonne tablette de chocolat. Ça fera toujours plaisir. Ok, et donc tu es étudiante, tu fais tes premiers, on va dire tes premières grosses randonnées, tes premiers trails. À quoi elle ressemble, la montagne dans le Vermont, tu vois est-ce que, alors là on est à Chamonix, on est au pied du Mont Blanc, moi je connais très bien les Alpes comme je te l'ai dit, j'ai fait un petit peu aussi les Pyrénées, j'ai fait d'autres montagnes, j'ai fait des montagnes en Afrique, aussi au Cameroun, j'ai fait les Grands Lacs au Canada, donc je vois un petit peu ce type de décor, mais à quoi ça ressemblait par chez toi? Comment tu la décrirais cette montagne? Je pense que déjà, il faut se rappeler que le Vermont, c'est un mot qui vient du français. C'est les montagnes vertes. Donc là, ça donne déjà une petite idée. Et c'est dans le Vermont et dans le New Hampshire, en l'occurrence où il y avait les refuges, ça fait partie de la chaîne des Appalaches, qui est une chaîne de montagne qui est très, très, très vieille. Et donc, peut-être, il y a plusieurs, je ne sais pas, 25 millions d'années, ça ressemblait aux Alpes. Mais maintenant, c'est beaucoup plus arrondi. Le substrat, c'est en granit. Donc, on a de la roche qui est cristalline, très dure, on voit du quartz, tout ça. Mais après, il y a des arbres. Il y a beaucoup, beaucoup d'arbres. Comme ici aussi, on voit qu'en bas de vallée, on va avoir des arbres comme des érables ou des hêtres, les feuilleux. J'arrive. Les feuillus. Les feuilleux. Et après, il y a des conifères, de plus en plus qu'on monte, parce que les conditions de vie sont un peu plus rudes. Et ce qui est un peu différent, donc il y a ces sommets arrondis et souvent les arbres vont jusqu'au sommet, mais les arbres deviennent de plus en plus petits parce que les conditions sont très rudes. On peut avoir du vent soutenu très très fort. Comme au Québec, on a des températures très, très froides et donc les arbres poussent très vite, très lentement. Et donc on peut avoir un arbre qui mesure 1 mètre mais qui a 100 ans. C'est dingue. Oui, c'est vraiment un décor différent. Après, on enregistre ce podcast au mois d'août, fin août, et bientôt, ça serait l'automne. Et ce qu'il faut imaginer ensuite, c'est que puisqu'il y a tous ces arbres, les érables, en automne, ça change de couleur et c'est rouge, orange, jaune. Wow. Et quand on arrive à monter en altitude, ça ne monte pas plus haut que 1007, je crois, le plus haut. Mais on voit devant soi des grandes forêts comme des tapis tout colorés. Et c'est vraiment magique. Waouh, écoute, tu donnes envie. On peut donner des photos. Hein. Je montrerai. On mettra des photos, on incrustera des photos dans les vidéos et tout, parce que ça donne vraiment très, très, très envie. Là, je me projette un peu et j'imagine très bien. C'est dans quel film qu'on voit Il y a des films qui se passent un petit peu dans ces montagnes C'est sûr que oui, mais je ne saurais pas en nommer tout de suite. Je me demande s'il n'y a pas Into the Wild à un moment ou s'il y va pas un peu. Il est plutôt à l'ouest. Ouais, lui, il est en Alaska. Il est plutôt en Alaska. Si j'en trouve, je t'y dirai. Voilà, mais écoute, je vais retrouver quelques photos et comme ça je pourrais. Souvent dans les séries, par contre, il y a, dans Friends par exemple, c'est les vacances quand on part de New York ou de Boston en vacances de ski. Par exemple, tu montes dans le Vermont. C'est le coin pour le ski dans le nord-est. Vraiment, il y a beaucoup de ski. Ça produit aussi des très bons skieurs comme Bode Miller ou Michaela Schifrin. Elle vient de Colorado, mais elle est venue faire sport-études dans le Vermont. Parce que en fait, on n'a pas
Enfin, on a de la neige et il fait froid, mais c'est pas la poudreuse. Ça fait, si tes auditeurs, s'il y a des skieurs, en fait, il y a, enfin, souvent les pistes sont raides et quasiment tout en glace. Donc, ça fait pas rêver pour le skieur amateur, mais pour le skieur alpin qui veut aller vite et vraiment maîtriser la technique. C'est un lieu qui est très très connu pour ça. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup de nous plonger avec toi dans cette culture sportive. Et moi, j'adore ça, en tout cas. Tu vas comprendre les lieux, comment est-ce que les régions se façonnent. Mais du coup, il y a quelque chose que je comprends pas du tout. C'est comment est-ce que dans un décor aussi idéal, comment est-ce qu'Hilary en est venue à s'exiler en France? Alors, c'est une histoire d'amour. Il y a toujours l'amour qui se cache derrière tout ça. Oui. Donc, mon copain à l'époque, qui est maintenant mon mari, il avait fait un semestre à Grenoble, en France, et il m'avait proposé, après nos études, nous, on s'était rencontrés à l'université aux US, et lui, il est tombé amoureux des Alpes. Vraiment, il avait rapidement rencontré des gens pour aller en montagne, et même quand il était jeune, il avait trouvé des très bonnes amies qui l'ont amené à skier le Mont Blanc à 17 ans, à faire des raids à ski dans les écrins. Donc lui, il était fou amoureux des Alpes. Et donc après nos études, il m'a proposé de venir avec lui. Et je pensais, je peux skier l'hiver et après je vais rentrer. Parce que je ne parlais pas français à l'époque. Mais je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai dit, bon, pourquoi pas, je t'aime toi, donc je vais avec toi en France. Et c'était il y a 13 ans maintenant. Donc, même si c'était une histoire d'amour entre nous deux qui nous a fait venir, après, ça a été une histoire d'amour avec les Alpes, qu'on a voulu vraiment rester. À chaque fois qu'on devait renouveler nos visas, on se posait la question, est-ce qu'on a envie d'y être ? Et on s'était dit toujours, il y a plein de choses à découvrir encore. On n'a pas tout découvert, donc il faut rester encore un an. Et bon, on y est toujours parce qu'on ne va jamais arriver au bout, quoi. Ça, c'est sûr qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire si vous voulez découvrir chacune des arêtes et chaque versant et chaque face. Vous n'allez pas vous ennuyer, c'est sûr. C'est quoi vos coins favoris, du coup ? Ça, c'est une très bonne question. Souvent, à vrai dire, mon coin préféré ou favori, c'est l'endroit où je suis. Et c'est parce que j'arrive à trouver, à passer des super moments un peu de partout. Après, comme on a vécu 6 ans à Grenoble, on a vraiment passé beaucoup de temps dans les écrins, dans l'Oisin, et c'était un temps très très formateur pour moi, mais aussi dans tous les massifs autour de Grenoble, le Vercors, la Chartreuse, ces 2 massifs-là pour courir. Ouais. En l'occurrence, j'ai vraiment beaucoup couru là et en Beldon, juste à côté. Donc, Grenoble, c'était une ville parfaite pour nous, pour vraiment découvrir les Alpes et pour nous, les différentes pratiques en montagne, parce que on a un accès, une ville où on peut faire toutes les activités de ville. On a fait, on a eu du travail, on a fait des études, mais aussi un accès à la montagne qui est vraiment extraordinaire. Ouais, j'ai plein de copains qui ont fait leurs études à Grenoble et qui en gardent des souvenirs impérissables de pouvoir tous les week-ends se faire une rando ou même prendre le vélo et d'aller rouler. Enfin, il y a tellement de choses à faire qu'ils s'en lassent pas. Oui, moi, j'habitais centre-ville et j'avais même pas 100 mètres à faire sur du goudron avant d'attaquer la montée de la Bastille. Donc, c'est un accès qui est assez extraordinaire. Ouais, je suis d'accord, c'est assez génial. Moi, c'est Annecy, mon coup de cœur. Voilà, je peux te le dire. J'aime beaucoup les sports d'eau aussi, tu vois. Là, en ce moment, mon gros truc, c'est le wingfoil. Donc, j'essaye de m'y mettre. Et le fait d'avoir un accès au lac, je trouve que c'est une petite touche supplémentaire qu'il n'y a pas à Grenoble. C'est sûr, si on pourrait tous avoir des lacs à côté de la maison, ça serait chouette. On prend. À quel moment tu as envie de te challenger, de faire des compétitions ? D'où vient l'envie aussi ? Tu vois, quand on n'avait pas spécialement l'esprit de compétition quand on était plus jeune, quand il n'y a pas forcément une grosse culture sportive, quel est le déclic pour
pour prendre un dossard et se lancer sur une ligne de départ? Le vrai premier trail que j'ai fait, en fait, c'était aux États-Unis. Et c'était mon mari qui l'avait fait plusieurs fois et il m'a dit tiens, viens, on va s'inscrire à faire ce trail. Et je l'ai fait. Et donc, je réponds à ta question déjà en te donnant un moment quand j'ai pas eu ce déclic. Ouais. Parce que j'ai fait le trail. C'était très bien passé, je l'ai gagné, c'était chouette, mais je disais, bon, ok, j'ai coché trail, c'est bon. Et donc, j'étais pas du tout mordue de la compétition du trail à ce moment-là. Je pensais que c'était fait. Après, c'était plusieurs années plus tard, après être installée en France, et j'ai décidé de revenir au trail, et c'était suite à un accident que j'ai eu en montagne, ici en fait dans le massif du Mont Blanc, un accident à ski où j'ai un problème de matériel, une fixation qui a déclenché, et j'ai fait une grosse chute qui heureusement, vraiment est bien fini parce que j'étais sortie sans grande blessure et tout ça. Mais ça m'a pas mal secouée aussi mentalement. Tu t'es fait peur? Oui, je me suis fait très, très peur. Donc, pour faire court, on tirait une rappel dans un couloir ici dans le massif du Mont Blanc, un couloir à 50 degrés, et j'ai fait 2 virages. Et la fixation a déclenché et j'ai fait 450 mètres de chute dans le couloir et j'ai terminé dans une crevasse. Heureusement, c'est un peu bizarre de le dire, heureusement je suis tombée dans une crevasse, mais ça a stoppé la chute. Et sinon, tu allais continuer encore loin. Oui, on n'était pas arrivé jusqu'en bas de la pente. Donc c'était la Rimay. Et du coup, ça m'a vraiment secouée. J'avais vraiment besoin de faire autre chose, de me reconnecter à la montagne, mais sans prendre des risques, autant de risques. Ça m'a fait aussi beaucoup perdre confiance en moi. Parce que quand c'est un problème de matériel, si tu veux, moi j'avais fait 2 virages, des virages sautés à ski. Et j'avais confiance, j'étais bien, j'avais pas peur, et bim, quelque chose m'arrive qui était, on va dire, hors de mon contrôle. Après, en décortiquant toute l'expérience, est-ce que on aurait dû y être? Est-ce qu'on avait fait une bonne choix en y allant? On peut se poser vraiment des questions sur le choix d'aller à cet endroit et les conditions et tout. Mais ça, j'avais plus la confiance pour aller faire des trucs Ils ont mis aussi du temps engagés. Avant de te retrouver ? Ils ont mis... Non, puisque mon mari, il était en haut et il m'a vu disparaître. Complètement disparaître de vue. Il ne savait pas ce qu'il allait trouver. Mais on avait des amis qui étaient plus bas sur la pente que j'ai carrément survolé. Dans la chute, je faisais des gros bondissements et eux, ils m'ont vu disparaître dans le crevasse, mais je n'ai pas totalement perdu conscience. Et quand je m'étais arrêtée dans le couloir, je me souviens, j'ai touché mes jambes, chaque membre, les bras, en disant mais putain, j'ai tout mon corps qui est là. J'ai essayé de faire un pas avant. Si j'étais sur un pont de neige dans le couloir, donc ça a fait un trou. Donc je ne pouvais pas bouger en allant vers l'avant. J'ai essayé de marcher en arrière. Ça a fait un trou. Donc je disais, OK, je ne bouge pas. Mais comme il y avait de la neige, j'ai pu faire une boule de neige et le jeter du crevasse pour que les amis voient exactement où j'étais. Okay. Et comme on avait des baudriers et tout ça, quand mon mari est descendu, il a pu créer une encre, ça s'appelle un corps mort en l'occurrence, fait un trou dans la neige et on met quelque chose pour faire une encre. Et après, il a passé un bout de corde pour que je m'attache. Après, ils ont aussi appelé le PGHM qui est venu au secours très rapidement.
mais donc, du coup, ouais, j'ai passé la nuit dans l'hôpital, mais c'était une énorme chance. Ils étaient très vite, ils disaient, le PGHM, que c'est très rare qu'ils voient une chute comme ça sans multitraumatisme ou mort. Et donc, la chance que j'ai eue, la montagne m'a vraiment laissé passer cette fois-ci. Et donc, mais donc, après cette expérience, je disais, il faut que je trouve autre chose. Ça, quelque chose à la fois qui est moins dangereux, mais aussi quelque chose qui est propre à moi. Parce que mon mari, donc, lui, il préparait la liste des courses pour être guide de montagne. Et donc, la montagne, j'aimais bien. J'avais déjà passé du temps en montagne, mais c'était plus son projet que le mien. Et à ce moment-là, quand j'étais un peu perdue, je flottais un peu, il m'a dit, mais tiens, tu te souviens, quand on était aux US, tu avais fait du trail une fois, ça s'est bien passé. Pourquoi pas refaire ça? Et je dis, bon, ok. On va le faire. Donc, on s'était inscrit au Grand-Duc de Chartreuse, qui est une course en Chartreuse, et on pouvait faire en duo. Une course de... Donc, moi, j'ai fait 50 km, lui, il a fait 35. Donc, il était vraiment à mon côté à dire, on fait ça ensemble et tout. Et après... Enfin, non, avant cette course, en entraînement, un ami m'a proposé de faire une autre course. Il m'a proposé samedi soir d'aller... dimanche faire une petite trail dans le Chartreuse aussi et donc on est allé comme ça et j'avais gagné la course. J'ai gagné un jambon cru qui est un peu mon histoire que je raconte parce que c'était vraiment très très drôle. Vas-y. C'est un peu tout. Je termine et il me donne un jambon de 6 kilos. Et j'aimais bien ça, donc je trouvais que c'était une bonne idée. Donc tu as envie de regagner des jambons. Oui, je ne sais pas si tu connais l'expression en anglais « bring home the bacon ». C'était un peu ça. Mais je crois que j'aimais bien l'expérience de me dépasser, mais c'était pas tant une sens de compétition. En l'occurrence, il y avait dans des courses, les petites courses que je faisais, où je trouvais que souvent, il y avait des gens qui aimaient faire des remarques. Notamment des hommes d'un certain âge, ils aimaient dire des trucs comme vous savez qu'il en reste 20 km, il ne faut pas partir aussi vite ou des choses comme ça. Ce qui m'énervait énormément. Donc je dirais que dans le sens de la compétition, des fois ça a été né de ça où j'avais envie de prouver que que je pouvais faire des trucs et que je pouvais me gérer moi-même, faire des choix sur les objectifs, faire des choix sur la vitesse que je faisais et donc voilà. J'ai pas pensé à ça depuis longtemps, mais quand tu as posé la question, cette sens de compétition, il y avait des déclics à ces moments-là, dans les premiers trails, et je dis mais... Ok, ça t'a piqué dans ton ego. C'est fou. Après, c'est des petits éléments extérieurs qui ne devraient plus avoir lieu au XXIe siècle, tu vois, et qui sont quand même des sources de motivation énormes, quoi. Mais tu vois, et c'est marrant parce que j'en parlais avec Flo, Flo que tu viens de rencontrer. Flo, on dirait pas comme ça, mais elle essaye de rentrer en équipe de France d'alpinisme. Donc, tu vois, elle fait de l'escalade en voie de glace et tout. Et un jour, elle est tombée sur un entraîneur masculin qui lui a dit waouh, t'es pas du tout assez forte pour faire de l'escalade. Les filles, elles sont plus puissantes que toi, machin. Et regarde, tu vois, il faut que tu sois plus fort que ces mecs-là, tu vois, par exemple. Et Flo, elle est très, très féministe. Et c'est bien parce qu'elle me reprend, quand je fais des bêtises et tout, elle participe à mon éducation. Mais je vois à quel point, tu vois, ça la motive encore plus, tu vois, à aller de l'avant, à se dépasser et à se dire, ok, I can do it, tu vois. Et j'en parlais avec elle et je lui disais, à la fois c'est triste, mais en même temps, quand je vois l'énergie que ça crée en toi, moi, on est meilleurs amis, tu vois. J'ai envie de lui dire, en même temps, ça te transforme, quoi. Ça te permet de faire des choses que peut-être tu n'aurais pas fait sans.
tel que je te connais, parce que t'as un peu d'orgueil, tu vois. Et toutes les femmes ou tous les hommes ne fonctionnent pas à l'orgueil, mais chez certaines, ça marche. Oui, non, je pense que tu as tout à fait raison. Pour moi, ça a marché des fois. En plus, parce que j'étais en train de un peu établir où c'était mon lieu à moi, ma pratique à moi. Et donc, j'ai eu ces remarques vraiment au bon moment. Et peut-être Flo aussi. Après, je crois que c'est sûr et certain que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Et je dirais que pour la plupart des femmes au moins, ça a l'effet inverse. Et donc, moi, ça m'a jamais... Enfin, ça me gêne, mais ça peut me motiver aussi. Mais je crois que ça freine beaucoup de monde aussi. Ouais. Non, mais j'ai... Surtout si on a... si on se pose la question, si on doit être là ou dans ce milieu ou pas. Si on a déjà assez de confiance pour dire oui, j'ai le droit d'y être, oui, j'y suis à ma place, ça peut motiver. Mais si on est toujours un peu dans le stade de est-ce que je suis légitime pour être là ? Je ne sais pas. C'est à ce moment-là où ces critiques peuvent vraiment faire du mal. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, on passe le message, on le dit. Si vous êtes un mec et que vous voyez une femme avoir des performances extraordinaires, dites-lui que c'est une machine, dites-lui qu'elle est super forte et ne vous croyez pas plus intelligent à essayer de lui faire comprendre quelles sont ses limites. Elle les connaît ou elle a besoin de les découvrir et elle les apprendra très bien sans nos remarques. Voilà. Non, mais c'est important de faire passer des petits messages. Et tu vois, j'ai une autre anecdote par rapport à ça. Je te disais que j'avais fait on a fait le premier podcast enregistré lors d'un vol de parapente. Et j'étais avec Laurie Genovese. Laurie Genovese, elle est quand même 2 fois championne du monde de parapente. C'est pas rien, tu vois. Et on était en train de naviguer au-dessus d'Annecy. Et il y avait beaucoup de parapentes autour de nous. Et à un moment, il y a un type qui s'est permis de lui dire, tu vois, avec je sais plus trop ce qu'il a dit, mais il a dit où est-ce que tu as eu ton diplôme, tu vois. Et elle était là alors écoute je sais, et tu vois, et ça se voyait, c'était le genre de monsieur un peu âgé que t'as pas trop envie de rencontrer, tu vois. Et même avec moi, j'ai plus envie d'aller dîner avec ces gens-là. Bon, petite mise à part, petit aparté, toi, ça t'a motivé, ça t'a endurci. Petite question quand même, juste pour terminer sur le sujet. Est-ce que ça te touche encore de la même façon, ou est-ce que maintenant tu fais plus attention ? Est-ce qu'il y en a moins qu'avant ? Est-ce que tu n'écoutes plus, tout simplement ? Je crois que pour la plupart, dans le milieu du trail, je n'ai plus... Enfin, personne me fait ces remarques aujourd'hui parce que je passe plus pour une inconnue. Ceci dit, par exemple, donc, j'avais en 2021 avec une amie, Valentine Fabre, nous avons fait le premier record féminin en ski de Chamonix à Zermatt. Et on s'entraînait ensemble. Et quasiment à chaque sortie qu'on faisait ensemble, il y avait un mec qui faisait une remarque oh, 2 filles toutes seules, mais où est votre guide ? Des choses comme ça. Et encore une fois, nous, on avait déjà passé au stade où on sait qu'on était à notre place. Et donc, ça nous a poussé de les doubler, des choses comme ça. Mais ça, vu comme je ne suis pas du tout connue dans le monde du ski, les gens, ils se permettent de faire ces genres de remarques qui font, pour la plupart, plus en trail. Et pour moi, ça peut toujours me motiver, même si ça m'agace. Ok. Il y a aussi peut-être un côté plus dangereux que les gens peuvent ressentir en ski. Du coup, il y aurait peut-être un peu plus de sentiments paternels, je sais pas. Ça, je ne saurais pas dire. Après, on pourrait aussi en parler plus tard, mais je trouve que, donc, on est là en partie parce que j'ai mis un record sur le Mont Blanc. Et les commentaires que j'ai eus sur ça étaient
99% positif, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait pas mal de monde qui critiquait le record. Sur d'autres sujets sur d'autres sujets, mais qui critiquaient d'une manière qu'il aurait quasiment sûrement pas fait chez les hommes. Ouais. Et donc, on voit quand même que même s'ils me font pas, personne me faisait le remarque le jour J quand j'étais sur la montagne, des gens ils sont plus, ils se permettent à critiquer la façon dont tu accomplis quelque chose puisque tu es une femme. Bien sûr. Ouais, non, mais je suis d'accord. Écoute, on va en parler juste après, mais vu qu'on est effectivement sur le sujet un peu du sport au féminin et du rapport homme-femme dans le sport, et c'est un de mes gros combats, tu vois, avec le podcast. Je le cache pas, mais quand je fais un épisode avec un athlète masculin, je fais un peu plus d'écoute, j'ai un peu plus d'audience, mais je garde à avoir autant d'hommes en invité que de femmes en invité. On aura même bientôt un athlète transgenre, tu vois, et c'est quelque chose de hyper important pour moi. Déjà parce que je pense que plus on avance dans le temps, plus les performances se rapprochent. Aussi parce que on oublie de dire qu'il y a 70 ans, les femmes n'avaient pas le droit de faire du sport. On leur interdisait. Et c'est assez scandaleux quand même. Et que elles méritent autant de paysages médiatiques, tu vois, que les hommes. Et j'apprécie, tu vois, il y a plein de sports qui font les choses dans le bon ordre. Il y a plein de, en VTT, au enduro, tu vois, par exemple, il y a les mêmes prize money. Les médias sont obligés de faire autant de pages écrites sur des hommes que des femmes. Tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc j'essaie de le mettre en avant. Mais le dernier truc qui m'a choqué, est-ce que forcément tu as entendu parler de Kirsten, l'alpiniste norvégienne, qui a battu le record des 14 sommets? J'ai fait un post sur LinkedIn dessus, qui est sur elle, sur son record, qui a été vu par plus d'1 million de personnes. Il y a eu 2 ou 3 000 commentaires et tout. Et il y a beaucoup d'hommes qui critiquent le côté écologique, le côté que on félicite pas le Sherpa, potentiellement il y a un Sherpa qui est décédé à cause d'elle, tiens, elle a eu beaucoup d'argent, tiens, machin. Et j'étais là, mais so what? En vrai, ok, c'est peut-être, mais c'est des critiques qui n'auraient pas été faites avec un mec. Et je l'ai vraiment ressenti à ce moment-là, tu vois. Oui, je pense, comme je l'ai dit, les gens ils se permettent à plus critiquer. Et bon, je sais, par exemple, pour le record de Nimsdai, on a eu entre amis des discussions autour de l'écologie et est-ce que, prendre les hélicos pour aller au camp de base, est-ce que c'est bien ou pas? Mais ça serait intéressant de regarder par la suite, par exemple, en nombre de commentaires sur le sien versus celle de Christine. Je ne serais pas étonnée si c'était beaucoup plus critiqué. Sa manière de faire. Donc, c'est dommage. Mais moi, j'apprécie, et je dois le dire aussi que, bon, pour chaque homme qui critique quelque chose, on a aujourd'hui beaucoup plus d'hommes qui sont bienveillants, qui soutiennent, soit ou qui disent rien, mais ils ne font pas mal, on va dire. Mais donc on l'apprécie et c'est quand même beaucoup plus de plus en plus normal d'avoir du soutien très fort des mecs quand on fait des projets, et ça, je suis reconnaissante de ça. Mais je crois qu'il est effectivement très important d'avoir cette représentation dans les médias, par exemple, qui est aussi important chez les femmes que chez les hommes. Des fois, on va dire, moi je prends l'exemple du trail, et il y aura l'excuse donnée que il y a beaucoup plus de densité chez les hommes, donc on va couvrir les 10 premiers, alors qu'on ne couvre que les 5 premières femmes, parce que il y a beaucoup plus de... c'est beaucoup plus espacé, il n'y a pas autant de niveaux. Mais quand on ne met pas en valeur les performances féminines, ça envoie un message aux jeunes filles, par exemple, que elles sont pas intéressantes. Ouais, vous n'êtes pas intéressante, ça vaut pas le coup d'y aller. Et je crois que les médias jouent un rôle très important. Et je compte les femmes, mais aussi les personnes transgenres, des personnes qui ont tout avec des handicaps.
il faut montrer toutes ces personnes parce que tu prends le jeune qui va regarder la télé ou qui va regarder dans les magazines ou quoi que ce soit. S'ils ne se voient pas, souvent, ils n'y vont pas. Et donc, c'est à nous de montrer que tout le monde peut participer à tous ces sports pour inspirer la prochaine génération. Ouais, mais je suis hyper d'accord avec toi et c'est pour ça que nous, ça fait partie de notre mission chez Extraterrien, c'est que c'est un cercle vertueux pour tout le monde. Si, effectivement, un média fait autant de contenu sur les femmes, plus de femmes vont s'inscrire dans les événements, dans les clubs. Plus tard, il y aura un meilleur niveau, tu vois, au niveau sur la scène du haut niveau. Et en fait, ça tire tout le monde vers le haut. Et à l'origine de ça, effectivement, il y a beaucoup les médias. Alors, on vit dans un monde où maintenant il y a les réseaux sociaux et chacun peut communiquer. Et ça, c'est quand même une très belle chose, heureusement, je trouve, pour faire grandir effectivement et compenser le manque de représentation médiatique de certains médias un peu traditionnels. Mais en tout cas, pour moi, l'effort doit venir majoritairement des médias et des organisateurs des événements qui doivent pousser les médias aussi à le faire. Parce que des fois, ils se cachent un petit peu, je trouve, vu que ça les arrange pas trop. Tu vois, typiquement, ce qui est arrivé avec Clarisse Kremer, tu as entendu la navigatrice, tu vois, qui a été disqualifiée du Vendée Globe et il y a eu une communication comme quoi c'était son sponsor qui avait arrêté de la sponsoriser. La réalité, c'est que c'est l'événement du Vendée Globe qui aurait pu modifier son organisation pour que Clarisse Kremer, qui a accouché d'un enfant et qui n'a pas pu participer à toutes les compétitions pour avoir des points, lui donne une wild card et qu'elle participe, tu vois. S'ils avaient fait ça, il n'y aurait pas eu de buzz, il n'y aurait pas eu de problème, tu vois. Donc, on a tous un rôle à jouer, ouais, justement. Et on voit déjà que ça commence à venir. Des fois, je fais des courses où le niveau, la densité de niveau chez les femmes est beaucoup plus élevé que chez les hommes. Et ça, c'est tellement chouette à voir que ça marche déjà. Et avec les efforts qui ont déjà été faits, c'est vraiment, comme tu le dis, un cercle vertueux. Ouais. Rentrons un tout petit peu dans le vif du sujet. Alors, c'est le 17 juin 2023. Tu te lances dans un record qui, moi, m'a complètement scotché. Et puis, en plus, il y avait une certaine romance émotionnelle à travers ça. Où tu te lances consciemment le record de l'ascension de l'aller-retour. Aller-retour. En partant de Chamonix, de l'église de Chamonix, jusqu'au sommet du Mont Blanc. Et de redescendre. Tout ça le plus vite possible. En courant. Sans oxygène. Ouais. Vu qu'on parlait de Nimsdai et de Kirsten, c'est mieux de préciser. Et tu le fais en 7h25, je crois, environ. Tu me corriges. Non, 7h25 et je pense 18 secondes peut-être, mais je me souviens plus exactement les secondes. Si on commence par j'aimerais qu'on plonge un petit peu les auditeurs dans ce record, mais pour se plonger un petit peu avec toi dans l'univers que tu as créé et l'univers dans lequel tu vas nous emmener à présent. D'où est venue cette idée de battre ce record ? Il y avait déjà un record masculin qui existait depuis longtemps, déjà depuis les années même 80 et même avant, les gens essayaient de faire le Mont Blanc plus rapidement possible. Le plus connu, c'est bien sûr Kilian Jornet qui a mis le record juste sous les 5 heures, je dois le dire, quand on regarde depuis le bas, c'est assez incroyable. Mais donc, sa copine, Emily Forsberg, a fait le record féminin, assistée par Kilian sur la partie... la partie haute en 2018 et je crois que j'avais vu ça, j'avais fait quelques courses, les mêmes courses que Emily cette année-là pardon, et mais c'était pas à ce moment-là. J'ai dit waouh, c'est chouette, mais je pourrais pas imaginer à faire un truc comme ça. Après, c'était vraiment en 2020, je crois, l'année du Covid, quand toutes les courses étaient annulées.
Et il y avait des athlètes qui avaient vraiment du mal avec l'année 2020 parce qu'ils ne savaient plus quoi faire. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de trail, qu'est-ce que je vais faire? Et moi, je dirais que c'était plutôt l'inverse parce que c'était un été de libre pour reconnecter avec la montagne, pour faire aussi beaucoup de montagne avec mon mari qui est maintenant guide de haute montagne mais qui avait un peu moins de clients parce que c'était l'année Covid. Et en plus, il y avait tous les remontées mécaniques qui étaient fermées. Et donc, pour aller en montagne, il fallait aussi être endurant et en forme. Et donc, ça m'a permis de combiner un peu ces compétences en endurance avec une reconnexion avec la montagne. Donc, on pouvait faire, par exemple, des grandes classiques d'escalade, des aiguilles rouges, qui normalement, il y a 5-10 cordées de grimpeurs sur chaque voie, sauf que en 2020, personne voulait se taper 1500 mètres de montée avec leur sac d'escalade pour le faire. Donc, on avait ça, nous. Donc, j'ai commencé à refaire de la montagne. Et il y avait un jour, quand je parlais avec une amie, Mimi Kotka, qui est une coureuse, que peut-être tu le connais ou pas. Donc, elle est suédoise, elle habite dans la vallée de Chamonix et c'est une grande ultra-traileuse. Elle a déjà fait 3e de l'UTMB. Okay. Et c'est une machine de guerre. Elle est très, très forte et aussi Elle parle très français? sympa. Elle parle très... Un peu. Comme ça, pas aussi bien que toi. Ouais, non, pas encore aussi bien que moi. Donne-lui des cours. Comme ça, frère, on pourra l'inviter. mais on s'était rendu compte qu'elle n'était jamais allée au sommet du Mont Blanc et qu'elle avait envie. Et donc, on a décidé, moi j'avais déjà fait le Mont Blanc cette année-là par plusieurs itinéraires, plusieurs versants. Et j'ai dit, si tu veux, on peut y aller ensemble. Et donc, on a fait la voie normale, on a fait le Mont Blanc à la journée. Et c'était drôle parce que Mimi, elle est débutante. On avait déjà fait l'aiguille du Tour ensemble pour s'entraîner. Moi, je pouvais voir un peu comment elle marchait et tout ça. Mais on faisait ça ensemble. Et il y avait, pendant cette journée, elle m'a dit, mais tiens... Hilary, j'ai vraiment l'impression que t'es bien, t'es dans un milieu que tu aimes. Tu n'as jamais voulu faire le record du Mont Blanc. Et j'étais un peu... je n'ai jamais trop pensé à ça. Et elle disait, ah oui, mais moi, je crois que ça serait chouette pour toi d'essayer et tu pourrais le faire peut-être avec une équipe 100% féminin. Ça n'avait pas encore été le cas parce que le seul tentative, c'était celle d'Amélie. Elle avait fait avec Kylian. Et donc, là, je disais, ah oui, ça, c'est intéressant comme idée. Donc, c'était vraiment... Elle a planté la graine dans ma tête à ce moment-là. Et après, elle a continué, je dirais, à l'arroser. Parce que on se voyait assez régulièrement. Et elle disait... Alors, tu as pensé à ça? Est-ce que tu vas tenter et tout? Et donc, ça a vraiment fait naître cette idée dans ma tête. Après, donc ça, c'était 2020. C'était trop tard dans la saison pour le tenter en 2020 parce que le record se fait depuis donc Chamonix et on passe par les Grands Mulets en traversant la jonction, au-dessus de la jonction de randonneurs, mais sur le glacier où on appelle ça la jonction. Et il faut le faire assez tôt dans la saison parce qu'il y a beaucoup de crevasses et il est impossible ou quasiment impossible de le traverser tard dans la saison. Et donc, je savais 2020, ça n'allait pas marcher, mais je disais 2021, je veux tenter en 2021, mais on n'a pas eu assez de neige pour bien remplir les glaciers, tous les crevasses. Idem pour 2022. Donc, on a eu 2 années, en gros, de sécheresse où on n'a jamais eu assez de précipitations. Ça ne veut pas dire qu'il était impossible de traverser la jonction, mais de le faire rapidement et en sécurité, parce que ça, c'était super important pour moi. Il n'était pas possible ces 2 années-là. Donc, il a fallu attendre jusqu'en 2023. Et déjà, en janvier et février, je ne sais pas si tu te souviens, mais
on n'a pas eu de précipitations. C'était sec, sec, sec. Et au mois de février, je commençais à me dire, mais peut-être que ces records de Kylian et de Émilie seront jamais battus. Peut-être qu'on ne va jamais pouvoir le refaire parce que les montagnes sont en train de changer énormément et peut-être que l'itinéraire ne sera plus jamais en condition. Et je pense que ça, c'est quelque chose... on le voit déjà en alpinisme, qu'il y a des voies classiques, des grandes classiques de l'alpinisme qui disparaissent entièrement. Quand on regarde, il y a une topo guide qui s'appelle Les 100 plus belles du Gaston Rébuffat. Il y a pour plusieurs massifs, mais sur les 100 plus belles du massif du Mont Blanc, ce livre est une grande référence pour l'alpinisme, et il y a plusieurs voies qui n'existent plus. Et ça a été publié dans les années 60, et ce n'est plus là. Il y a quasiment toutes les voies, donc je pense qu'il y a au moins 90 voies qui ont été changées, modifiées de manière, certains très significative, et un ou deux qui n'ont pas changé, mais sur 100. Donc là, je me posais vraiment la question, est-ce que ça va être possible ? Après, on a eu la chance cette année d'avoir un coup de froid et beaucoup de précipitations en mars, avril, mai. Ouais. Qui a rendu une tentative possible. Parce que du coup, il y a plus de précipitations, donc il y a plus de glace. La neige est plus compacte. Il y en a plus et du coup, les voies sont plus praticables, c'est ça ? Pour les urbains, là, comme nous qui comprennent rien. Il n'y a pas de souci, en fait. Donc, il y a plusieurs choses quand on comprend le changement des glaciers. Et je ne suis pas glaciologue, donc il est possible que je ne vais pas dire les trucs aussi précisément que je le dois. Mais en gros, il nous faut de la précipitation. Et aussi des températures froides. Parce que, en fait, avec le changement climatique, ce qu'on voit en montagne plus généralement, tu le sais parce que tu as pratiqué la montagne, mais quand on monte en altitude, il fait plus froid. Et quand il pleut en vallée, souvent il neige en montagne. Mais quand ça réchauffe, la limite pluie-neige, ce qu'on s'appelle souvent l'isotherme 0 degré, ça monte de plus en plus. Donc, au lieu d'avoir de la neige, on a de la pluie. Sur les glaciers. Après, donc ça, c'est un phénomène, et aussi le fait de ne pas avoir de la précipitation du tout. Et en gros, les glaciers sont faits de neige qui tombe dans les zones d'accumulation en haute altitude et après se compactent avec le temps et remplissent les crevasses, par exemple, et deviennent de la glace plus tard. Et un glacier, en fait, c'est pas figé. Un glacier, ça avance selon le glacier à une vitesse, ça dépend, mais ça descend, en fait, ça coule du haut de la montagne vers le bas. Et donc, il faut avoir beaucoup de neige en haut. Pour qu'une glacier soit en bonne condition, il faut avoir beaucoup de neige en haut pour refaire du glacier, pour que quand ça arrive en bas, c'est toujours de la glace. Je ne sais pas si je suis très claire, si, mais c'est super clair. Mais sur la jonction, par exemple, il faut vraiment avoir une limite pluie. Il faut avoir de la précipitation et il faut avoir une limite pluie-neige qui est suffisamment bas pour remplir tous les crevasses, les bouchées, en gros, les bouchées de neige pour qu'on puisse les traverser. Et sinon, c'est extrêmement difficile. Oui, et la jonction, cet endroit est relativement bas. Le glacier des Bossans, où se trouve ce passage, c'est bas en altitude. Et donc, c'est une zone qui assez rapidement est impactée par une hausse de température. Si la température monte d'1 degré, la précipitation peut tomber en haut au lieu de neige et donc ça ne se remplit pas. La pluie ne remplit pas les crevasses. Ok. Bon, écoute, c'est petite cours de glaciologie. Mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant et je sais que les auditeurs et les auditrices vont adorer parce que tu vois, avec ton expertise et toi ta connaissance de la montagne, ça a beaucoup de valeur et en plus tu l'expliques super bien. À l'oral, c'est pas facile. Donc c'est hyper chouette. Mais du coup, on comprend bien l'intérêt que effectivement tous les ans le Mont Blanc n'est
pas praticable, qu'il va l'être de moins en moins, qu'il faut s'attendre à ce que dans quelques années, les touristes ne pourront peut-être même plus du tout y aller sans une grosse expérience, et que c'est un fait, tout simplement, c'est le réchauffement climatique, et qu'on doit mettre en garde les citoyens du monde, effectivement, sur ça, et que les premiers à en pâtir, généralement, c'est qui aiment bien faire joujou dans la montagne et bien s'amuser. Donc si je comprends bien, au mois d'avril, mai, il y a des précipitations, et là tu te dis, il y a peut-être un truc à faire. Oui, tout donc à tu fait. es prête physiquement, en fait. Ça fait longtemps que tu es prête physiquement. Oui, alors je m'entraînais pour des courses, pour le trail, et toujours aussi avec ça en tête. Donc c'était vraiment au mois de mars, quand il commençait à neiger beaucoup. J'ai dit, peut-être que c'est possible. Donc j'ai réorienté mon entraînement. Donc j'étais déjà en forme, on va dire, mais il faut s'entraîner spécifiquement pour un objectif comme ça, parce que c'est assez particulier. Et donc j'ai réorienté mon entraînement avec mon coach vers cet objectif, et j'ai aussi dû bloquer des dates. En gros, bloquer un très grand créneau pour tenter ça. Et ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué, en fait, parce que quand tu fais une compétition, tu sais quelle date ça va tomber. Tu sais quand tu dois être au pic de ta forme. Mais quand c'est de la haute montagne, tu ne sais pas quand ça va être en condition. Donc moi, j'ai bloqué 2 mois, de mi-mai. Après, j'ai fait le Sky Race des Mathésins, près de Grenoble, mi-mai. Et je ne me suis pas inscrite à une autre course jusqu'en mi-juillet pour avoir une grande fenêtre de tir pour les conditions. Et c'était dur de savoir, parce que tu ne peux pas savoir en avance quand choper la pique de forme. Ouais. Et combien de temps avant le 17 juin, tu sais que c'est ta date, c'est ton jour ? 2 jours. 2 jours avant. Ok. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu peux préparer avant ça ? Effectivement, il y a la préparation physique, on s'en doute. Tu t'es fait accompagner pour l'ascension, un peu avec Valentine, il me semble. Une partie. Une partie, bien sûr, ouais. Et en redescendant, c'est avec qui ? C'est avec Megan McKenzie. Excuse-moi, j'avais oublié son nom. Tu dois aussi les prévenir. Comment est-ce que ça s'arrange ? Tu vois, 2 jours avant, on est là, tu prends la décision que c'est maintenant. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu dois enclencher ? En fait, je vais déjà remonter dans le temps un peu avant ça, parce que il y a une préparation physique, mais après, il y a beaucoup d'autres préparations à faire. Et en fait, quand on va en montagne, donc il faut la préparation physique, mais il faut aussi une préparation technique. Donc moi, j'étais déjà une habituée de la montagne, même si depuis un certain temps, je me focalise sur le trail. Mais j'avais déjà fait pas mal de montagne, mais je voulais réviser tous les manips. Donc, par exemple, avec une autre coureuse, une amie, Élise Pensée, on est allé sur le mer de glace à courir dans nos crampons, à faire des exercices de mouflage si jamais je suis dans une crevasse, comment tu fais sortir des gens, des choses comme ça. Donc, j'essayais de réviser tout le côté technique, aussi la reconnaissance de parcours, parce que en fait, comme je l'ai expliqué, un glacier bouge, et donc c'est différent tous les ans, et les conditions peuvent beaucoup évoluer. Donc, je suis montée en montagne déjà avec Élise, après aussi avec une autre alpiniste, Aurélia Lanoué. On a skié le Mont Blanc. Je suis retournée avec mon mari. Donc, j'étais beaucoup sur le parcours. Okay. Il faut aussi s'acclimater, parce que même si tu passes relativement peu de temps au-dessus de 4000 mètres, si tu veux le faire, être aussi performant que possible, il faut être bien acclimaté, donc passer beaucoup de temps en altitude. Et tu passes combien de temps à peu près au-dessus de 4000 mètres, tu vois, entre le moment où tu peux commencer à grimper, je pense que c'est au mois de mars que peut-être tu peux faire les premières... même avant mars, tu peux monter en altitude parce que tu peux skier. Bien sûr. Ouais, comme je skie, j'ai déjà commencé, mais pour s'acclimater, ça ne va pas te servir si tu es acclimaté au mois de mars et tu veux faire quelque chose en juin. Mais je dirais, je passais dans les 3 semaines avant beaucoup de temps.
Et il faut passer au moins, je crois qu'ils disent 3 heures ou 4 heures peut-être pour commencer à voir l'effet où ton corps commence à s'adapter. Donc, tu peux pas juste faire une aller-retour à l'Aiguille de Midi, il faut y rester. Ok, donc tu restes en haut. Tu fais quoi? Tu fais un casse-croûte? J'allais au refuge, voir les gens au refuge des Cosmiques et des fois dormir là-haut, des choses comme ça. Mais enfin, il y a aussi la préparation du matériel, parce que c'est aussi un jeu où on essaie un peu de compter les grammes et voir où est-ce qu'on peut enlever un peu de poids, parce que c'est vrai que les matériels peuvent être lourds. Et donc, tout ça, c'est dans des préparations, des bricolages que tu fais avant. Après... Est-ce qu'on peut rentrer un tout petit peu en détail sur le matériel? Tu vois, de quoi tu as besoin? Tu m'as dit qu'il y avait un matériel obligatoire en plus de sécurité. Quels sont un peu les choix stratégiques? Tu as parlé de crampons. Est-ce que finalement tu les prends ou pas? Tu peux détailler un petit peu cette partie-là, parce que là on rentre dans les secrets de la performance et du coup tu as piqué ma curiosité, quoi. Oui, et en fait, ce qu'on prend avec soi en montagne est vraiment dépendant de la voie et des conditions et les capacités de la personne. Mais une chose que je n'avais pas encore détaillée, c'était que sans regarder le Mont Blanc, il est un peu difficile à comprendre, mais j'ai décidé de prendre une variante de la montée de Kylian et Emily, puisque eux, ils sont montés donc après le refuge des Grands Mulets. Ils sont passés par le petit et le grand plateau à la montée et à la descente. Et en fait... l'avantage de cet itinéraire qui rejoint en gros après les Grands Mulets, tu montes les plateaux et ensuite tu vas monter au col du Dôme, ça s'appelle, avant de finir sur la voie normale. Et l'avantage de cet itinéraire, c'est que c'est jamais très raide, c'est pas trop pentu. Mais le désavantage, et c'est assez court, mais le désavantage, c'est que tu dois passer sous une grande zone de seracs. Donc, les seracs sont en gros, comme une falaise de glacier où il y a des grandes parties de glacier, des bouts de glace qui se détachent. Et quand je dis des bouts de glace, ça peut être la taille d'un frigo, la taille d'une voiture. C'est vraiment des très très grandes morceaux de glace qui peuvent tomber, et si tu es sous ça, bonne chance. Oui. Mais du coup, j'avais fait, je crois que c'était au mois d'avril, une reconnaissance du parcours avec Élise Pensée. On montait au refuge à la journée pour voir quel itinéraire prendre dans la jonction. Et on a croisé... un couple d'Allemandes qu'on croisait à la montée. Après, nous, on s'était arrêtés pour manger un peu. Ils nous ont doublés. On les a redoublés et on les a revus à la descente. Et on a appris le lendemain qu'il y avait un accident, une chute de serac sur ces plateaux où ce couple est décédé. Et il y avait, je dois le dire, 40 personnes qui montaient par cet itinéraire-là. Donc, le fait que 2 personnes sont décédées, finalement, c'est chanceux. C'est pas de chance, mais ça aurait pu être beaucoup pire. Mais... Toi, tu apprends ça la veille de ton départ? Non, ça, c'était en avril, heureusement. Ça, tu l'apprends en avril, ouais, ok. Oui. Mais, donc, tu changes ton parcours. Oui, donc, il y avait mon mari, que je l'ai dit, il est guide, il veille à la sécurité aussi. Il a dit, mais tu es sûr que tu veux monter par là? Moi, je pense pas que ce soit une bonne idée. Et j'avoue qu'avant, je ne m'étais pas posé la question. Tu vois, tu vas sur le site avec les records, tu prends la trace JPX et tu dis, ça passe par là. Donc, je suis l'itinéraire du record. Voilà. Je ne m'étais pas posé la question. Et après cet accident, et après avoir aussi vu des images dans les médias des secouristes qui étaient posés sur le glacier, sous ces seracs, pour effectuer le repatriement des corps. Et eux, ils étaient obligés de rester là, dans cette zone qui était très, très risquée pour faire ça. Moi, je disais, mais je ne peux pas en bonne conscience passer par là à la montée. Parce qu'à la montée, on le fait de nuit,
parce que tu pars très tôt le matin et donc tu peux pas voir si tu entends quelque chose, tu vois rien, donc tu peux pas réagir et c'est beaucoup plus lent que la descente. Donc il y a une alternative qui était suggérée par la Chamoniarde, qui est l'office de sécurité de Chamonix, et aussi les guides de montagne qui disaient mais s'il vous plaît, tout le monde, ne passez pas par la montée, passez plutôt par l'arête nord du Dôme, qui est différents itinéraires qui rejoint, donc depuis les Grands Mulets, rejoint le col du Dôme plus tard, qui est un peu plus lent et plus technique. Donc, maintenant, je reviens à la question sur la matériel pour expliquer que... Merci en tout cas d'apporter autant de détails parce que non, mais c'est un bijou, tu vois, et tu vois pas des fois dans un petit article de presse, tu vois, ok, Hilary, elle a battu le record et tout, mais on voit pas à quel point c'est technique, à quel point c'est dangereux et à quel point c'est hyper stratégique, tu vois. Et donc merci pour ça de prendre ce temps. Moi, j'adore ça, tu vois. Je ferais pas un podcast si j'étais pas bavard et si j'aimais pas les gens très bavards. Oui. Moi, je tiens à raconter tout ça parce que justement, je pense qu'en montagne, il faut se rendre compte qu'il y a plein d'autres critères à part le physique qui jouent. Et donc, puisque je voulais tenter par l'arête nord, qui est plus lent, mais surtout plus raide et plus technique, il fallait avoir beaucoup plus de matériel que Émilie avait emprunté dans le record précédent. Et donc, le matériel, en gros, j'étais partie de l'église de Chamonix avec relativement peu parce que j'avais une autre copine qui était montée 1000 mètres plus haut la veille pour poser mon sac avec mes matériels de montagne. Mais donc, j'étais partie en chaussures cramponnables, mais très light, et un pantalon, un baudrier, t-shirt et gilet de course, et mes bâtons et frontales. Après, j'ai rejoint mon sac 1000 mètres plus haut où j'avais tout le reste, c'est-à-dire encore de l'eau et de quoi manger, mais j'avais des crampons en acier, et ça c'est important parce que sur la glace, il faut avoir des crampons en acier et pas en alu qui les rendent plus lourdes. J'avais des micro-crampons aussi pour quand ce n'était pas trop raide. J'avais, je crois, 3 vestes, au moins polaire, doudoune, coupe-vent. J'avais 3 paires de gants. J'avais mon casque avec un frontal encore plus puissant. Ça commence à remonter un peu dans le temps. J'essaie de penser si j'avais autre chose. Non, mais et tu saurais estimer le poids de tout ça que tu as en plus? J'aurais dû le peser. Et je ne l'ai pas fait. Mais je dirais un peu à la louche comme ça, entre 5 et 7 kilos. Ok. Et au retour, tu le laisses au même endroit, cette partie? Oui. Donc, j'avais pris tout ça pour la montée. Et ensuite, à la descente, quand j'ai quitté le glacier, j'avais cette amie Meg Mackenzie qui m'attendait avec mes baskets. Parce que les chaussures cramponnables, même si aujourd'hui, on a des super quasi-baskets chaussures cramponnables, sont rigides pour tenir un crampon, un vrai crampon. Et à la descente, j'avais besoin de quelque chose de très light. Donc, on a fait un petit changement Formule 1. Okay. Et tout mis dans un sac, et j'ai repris le gilet de course. Et je dois dire donc que autre matériel qu'on avait, c'était donc Valentine Fabre avec qui j'avais fait le Champ-Zermatt, avait bivouaqué au glacier des Bossons pour traverser la jonction avec moi en cordée. Parce que c'est la partie avec toutes les crevasses, et même si on l'avait fait assez récemment, ça peut changer. Tu peux avoir un pont de neige qui casse. Et donc, je voulais être encordée pour cette partie. Donc, elle était là pour moi, pour la partie critique dans les crevasses. Trop bien, trop bien. Pourquoi vous partez à 2h du matin? Pourquoi tu pars à 2h du matin? En montagne, en général, on commence toujours tôt. Oui. Et la raison pour ça, c'est parce que, en fait,
souvent, le plus que ça chauffe, le plus dangereux ça devient. Sur les glaciers, par exemple, donc j'ai expliqué qu'il y a la neige qui bouche les crevasses, mais ça forme des pentes de neige et quand ça chauffe, c'est plus facile pour que ça casse. Donc ça, c'est un grand risque. Après, j'avais aussi estimé, j'avais été dans la semaine avant cette tentative en contact quasi permanent avec un météorologue de la vallée de Chamonix, Yves-Marie Maquet, qui me donnait les conditions météorologiques pour m'expliquer, il y aura du vent, ça va se lever vers telle heure, donc je voulais être au sommet avant que le vent se lève trop. Finalement, ça soufflait beaucoup, mais aussi c'était en fonction de quand est-ce qu'il y aura une pique de personnes sur l'arête des bosses, pour l'arête sommitale, parce que il faut naviguer autour des personnes et c'est large comme un trottoir, donc tu peux pas, s'il y a vraiment trop de monde, ça te ralentit beaucoup. Donc, il y avait plein de facteurs qui faisaient que je voulais commencer très tôt. Ok, être seul, la sécurité, beaucoup de choses. Et pourquoi 2 heures plutôt que 11 heures du soir pour pouvoir revenir quand même un peu au soleil et pouvoir arriver de jour c'est une des raisons. Oui, si j'étais partie à 11 heures, je serais de retour de nuit. Donc, selon le timing que j'avais prévu, je savais que ça me fera un retour à un temps respectable, 2 jours. Après, autre chose que j'espérais avoir, c'était, j'espérais que la neige allait à dégeler un tout petit peu pour permettre des glissades qui sont non seulement très fun, mais aussi qui t'épargnent beaucoup d'énergie parce que tu peux glisser dans une neige qui est un peu plus molle. Finalement, les températures ne sont pas haussées autant que je pensais, notamment à cause du vent. Donc, j'avais pensé faire à cette période-là pour être sur des pentes où je pourrais glisser quand ça aura du soleil et ça réchauffe. Finalement, ça n'a pas joué. Je pense que j'aurais peut-être pu commencer plus tard, mais je manquais aussi un peu de confiance dans mes pronostics du timing. J'étais un peu plus rapide que prévu. Quand tu arrives en haut, tu regardes le temps, tu te doutes que c'est très bien parti. Est-ce que tu prends le temps quand même de savourer un petit peu en haut? Oui. C'est le lever du soleil, il doit être. Alors, j'ai eu le lever de soleil sur l'arête nord et on a des photos vraiment fabuleuses du lever du jour parce que le photographe, le réalisateur Sébastien Montaz il avait dormi au refuge des Grands Mulets et il était là à ski. Toujours à cette période de l'année sur l'arête. Et donc, il a pris des photos. Mais en montant l'arête des bosses, il y avait une super chose dont je m'attendais, c'était que mon mari était là avec un client sur l'arête des bosses. Donc, j'ai pu le doubler sur l'arête sommitale et avoir un bisou à la montée et à la descente. Donc là, c'était un moment où on a pu un peu célébrer tous les deux parce qu'on savait que j'étais un peu dans les temps. Après, en montant sur le sommet, j'ai quand même pris le temps de prendre des photos, me faire prendre en photo, enregistrer une petite vidéo avant de descendre. Je savais que j'étais en avance par rapport au temps d'Émilie à ce moment-là et je m'étais dit, au moins, si c'est l'échec total à la descente, j'ai le record de montée en 5h12. Ok. Oui. Donc vraiment, j'étais très très heureuse, mais j'avais dit à personne, c'était un guide en l'occurrence qui m'a pris en photo et lui, il n'avait aucune idée que je faisais le record. Écoute, merci de nous partager ces petites anecdotes, c'est si précieux, tu vois, on a l'impression d'être avec toi, en tout cas moi je m'imagine sur cette arête en train de grimper, et pourquoi pas de te prendre en photo. Génial. Et comment est-ce que tu domptes les émotions à ce moment-là?
Tu l'as dit, tu as fait beaucoup attention aux risques. Tu as mis du temps avant de revenir en montagne et tout. Il y a peut-être des pensées qui arrivent. Les pensées, on ne peut pas toujours les maîtriser. Comment est-ce que toi, comment est-ce que tu danses avec elles? Comment est-ce que tu comment tu les accueilles? Tu te fermes à elles? Tu les combats? Tu les étouffes? Tu fais quoi? À la fin, je les laisse venir. Mais avant ça, je crois que j'essaie de réviser un peu mes émotions, toujours vers le positif. Quand je suis dans l'effort, ce que j'essaie de faire toujours, c'est de me rappeler que je fais ça pour le plaisir, je fais ça pour moi, je fais ça parce que j'ai envie de faire ça. Et est-ce que ce n'est pas fabuleux que mon corps en est capable? Et donc, quand je commence à avoir des doutes ou à me poser des questions, des choses comme ça, j'ai un peu ces mantras que je répète dans ma tête. Et ça marche vraiment pour moi. Après... c'est intéressant parce que j'ai trouvé assez récemment un enregistrement vocal que je m'étais fait la veille de la course, j'avais complètement oublié, où je me rappelais que arriver jusqu'au point que je pouvais faire une tentative était déjà un succès, que j'avais déjà tout ce que j'avais appris en me préparant, tout ce que j'ai dû affronter en tant que doute, manque de confiance, tout ça, c'était déjà un succès. Et donc, je crois que je m'avais préparé quasiment pour l'échec entre guillemets sur le record en me disant là déjà ce que tu as fait c'est vraiment super. Après c'est sûr qu'on voit beaucoup d'émotions dans la vidéo à l'arrivée et il y a plusieurs choses, je pense que ça vient de plusieurs choses. Une chose et que, comme je l'ai expliqué, c'est un projet qui date de 2020. Donc, ça doit être, je ne sais pas, je ne pourrais pas imaginer, mais toi, tu as déjà fait des entretiens avec, des interviews avec des gens qui vont au JO. Donc, ils ont le même un peu cycle où tu vas attendre 3 ans pour essayer de jouer ton coup. Donc, il y avait vraiment le fait que ça soit projet de longue date. Et aussi... je portais, pendant tout ce temps de préparation, il y avait vraiment beaucoup de charge mentale que je portais dans la préparation, dans l'analyse des conditions, dans le est-ce qu'il est temps, il n'est pas temps. C'est la première fois aussi que je faisais quelque chose seule, même si je n'étais pas seule, c'était à moi de décider. Est-ce que j'active tout le monde? Est-ce que je dis à Valentine de monter bivouaquer? Est-ce que je dis à Charlotte de monter mon sac? Est-ce que je dis à Meg de se réserver le jour? Est-ce que je dis à Seb d'aller filmer? Toutes ces choses-là, et il n'y avait que moi qui pouvais décider. Et donc, c'était la première fois que j'ai fait quelque chose comme ça. Et en descendant, il y avait ce fardeau, le charge mentale qui s'était levé de moi d'un coup, où je dis mais je l'ai fait et je n'ai plus besoin d'y penser. C'est incroyable. Et tout ça est ensuite vraiment mis et encore plus intense puisque Meg, ma copine qui descendait à la fin avec moi, elle m'avait dit tu ne laisses rien dans le réservoir. Dès que tu arrives dans les rues de Chamonix, tu as 2 kilomètres, tu ne laisses plus rien dans le réservoir. Donc là, j'ai vraiment essayé de tout donner et j'avais plus rien. Alors que j'étais dans le retenu pour toute la descente en disant il en reste beaucoup, il ne faut pas se fatiguer et tout ça. Donc j'étais cuite et j'avais toutes ces émotions qui venaient en même temps. Et le fait que je ne m'attendais pas qu'il y aura du monde à l'arrivée. Et quand j'ai vu des gens, c'était... Il y avait du monde. Du monde. Merci de nous partager tout ça. Et effectivement, souvent le plaisir, tu vois, il y a une phrase qui dit que le plus beau souvent c'est le chemin et c'est pas forcément la ligne d'arrivée. Et que cette phrase, elle veut dire aussi que plus le chemin il est long, plus l'attente est longue, plus l'émotion va être aussi intense à l'arrivée. Et je pense que ça se voyait dans les images. Et je comprends maintenant en fait que si ce projet-là, ça faisait 3 ans qu'il germait dans ta tête et que tu devais sûrement y penser tout le temps.
bah forcément, quand ça te libère, c'est une explosion de joie, quoi. Et si je peux ajouter une dernière chose, c'est que avec mon mari Brad, on a choisi de venir vivre ici, de nous installer ici et d'appeler ça home, tu vois, et de faire quelque chose. Tu peux pas être plus central à Chamonix que l'église, mais de faire quelque chose quasiment de marquer mon nom à Chamonix, de dire là c'est chez moi et j'ai fait ce truc chez moi. Ça, c'était très fort pour moi aussi, d'un peu dire cette vallée d'adoption, je me sens encore plus connectée avec elle. Et ça, c'était cool. Et ça fait du sens en plus que les Français, et encore plus les Savoyards, on met du temps un peu avant de s'ouvrir et avant d'être copains. Alors, j'ai tendance à croire, mais peut-être que je me trompe, c'est toujours difficile d'aborder ces biais culturels, mais j'ai tendance à croire que on est peut-être un peu plus fermé au début et après plus ouvert, et que dans la mentalité américaine, ça peut être un peu plus l'inverse. Souvent très ouvert au début et puis tout à fait. peut-être moins deep at the end, tu vois. Donc ça fait encore plus de sens, je peux comprendre. Je dois dire que je me suis rendu compte que je dois descendre bientôt. Eh bien, on va concrétiser. Désolée, c'est vrai que je suis très bavarde. C'était trop bien. C'est super bien. On a parlé un peu de peur, on a parlé de record, on a parlé d'engagement, on a parlé de beaucoup de choses. Tu nous as vraiment plongé, on a eu toutes les émotions, on a eu la température, la lumière, on a eu le danger, les odeurs, c'est cette odeur de glacier et de cailloux qu'on peut imaginer. Donc merci infiniment. Il y a des petites questions que j'aime bien poser avant la fin. C'est un peu personal development, tu vois. Et il y en a une, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais toujours les 2 premières heures de ta journée? Bon, c'est pas très professional, personal development, mais je fais toujours mon petit Wordle, un petit jeu, parce que je fais tous les matins, parce qu'on partage les résultats avec mon père et mon frère. Et c'est une connexion que je maintiens, même si c'est assez anodin. C'est une connexion que je garde un peu avec ma famille aux États-Unis. Et je pense que ça, c'est quelque chose que je garde. Mais c'est c'est beaucoup de développement, tu vois, de maintenir cette connection. Et tu vois, moi, je pourrais te parler de mon fils, c'est un truc que je vais faire tout le temps parce que c'est important, mais et c'est aussi en lien avec la famille. Donc, je vois tout à fait. Qu'est-ce que tu voudrais que tes meilleurs amis disent de toi plus tard? Je pense que ce que j'aimerais serait que les amis disent que j'ai toujours su garder le cap. J'ai su garder le cap, ok. Oui, et d'être dirigé par mes valeurs et vraiment garder le cap et ne pas être trop impacté par les opinions ou les choses externes. Ok. L'avant-dernière question que je pose, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné, peut-être un peu sur le tard, que tu as appliqué, qui a eu beaucoup d'effets sur toi, et dont on pourrait dire que tu aurais eu envie de le recevoir plus tôt, ou un conseil, tu vois, qui est particulièrement précieux, un mantra que tu aurais envie de nous partager? J'ai déjà fait référence à ces mantras que je répète dans ma tête et je pense que pour moi, ça c'est quelque chose que j'aime toujours garder avec moi. C'est l'idée que on peut en gros, jusqu'à un certain point bien sûr, mais créer les conditions favorables. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent intérieurement et on a une capacité, des fois en répétant des choses positives, on peut vraiment changer et faire évoluer les conditions des réussites. Et ça peut être sportif, mais ça peut aussi être dans toutes les différentes choses qu'on essaie de faire. Donc moi, je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment intériorisé, que
on répète, je peux faire ça. Et on essaie de toujours être grateful, reconnaissant de nous-mêmes. Ok. Et ben écoute, c'est un super tips et c'est une très très bonne routine que je pratique aussi. La vraie avant-dernière question, c'est est-ce qu'il y a un film ou un livre que tu recommandes beaucoup autour de toi si tu pouvais l'offrir à la terre entière d'ailleurs. J'aime vraiment bien lire et aussi regarder les films, mais j'ai vraiment aimé, il y a le mémoire de Haruki Murakami, qui est un auteur japonais qui a fait un mémoire qui s'appelle en anglais encore, je crois que ça a été traduit aussi en français, mais What I Talk About When I Talk About Running. Et c'est ce dont je parle quand je parle de la course à pied. Et lui, il fait des marathons, mais juste, tu vois, pas du tout compétitif. Okay. Mais en fait, il parle beaucoup de l'expérience de courir et l'impact sur la course, sur nos pensées, par exemple. Il décrit la course à pied un peu comme méditation. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, qui me parle beaucoup. Ok. Et effectivement, tous les coureurs pourront se reconnaître parce qu'on a beaucoup de pensées quand on court et souvent ça permet aussi de faire le vide et Dieu sait à quel point c'est méditatif de courir. La toute dernière question que je pose aux invités, c'est de savoir quelle est la prochaine personne que tu me recommandes d'aller interviewer. Alors, avec la petite contrainte, c'est qu'il faut que cette personne soit francophone, mais j'aime bien aller voir les amis des amis, les copines des copines, les copains des copains, parce que c'est une aventure humaine, c'est comme ça. Pour parler Mont Blanc, pour parler Alpi, pour parler tous les sujets qu'on veut et qu'on peut, je les aborderai avec grand plaisir avec cette personne-là. L'anecdote que tu avais racontée par rapport à Flo et les hommes m'a fait tout de suite penser à Julia Virat. Je ne sais pas si tu la connais, mais elle est donc une alpiniste, elle est guide de haute montagne, elle est une grimpeuse et elle a déjà, et maintenant elle est navigatrice, elle est beaucoup en bateau maintenant. Et en fait, elle a dû se confronter beaucoup à des jugements, des choses autour du sexisme dans le sport en montagne, mais pas seulement, alors qu'elle est tout à fait à sa place. Elle a fait le grand de Nose aux États-Unis, au Yosemite, en solo intégral, avec ses bivouacs qu'elle portait tous les matériels sur, je crois, 7 jours. Elle est une sacrée grimpeuse. Ah oui, elle est assez incroyable et elle se confronte régulièrement à des questions du sexisme et je crois qu'elle serait quelqu'un d'excellente pour une prochaine épisode. Eh bien, écoute, merci. Quand elle revient de la mer, tu pourrais la capter. Bah, écoute, en plus, j'adore les gens qui ont le pied marin aussi, donc ça sera parfait. Merci infiniment Hilary, j'ai passé un merveilleux moment, tu vois, un peu coupé du temps, on s'est un peu isolé pendant l'effervescence. J'ai pas vu le temps passer. De Chamonix, mais moi aussi, ça fait 1h30 pile poil. Wow. On n'aura pas eu le record du podcast le plus long parce que j'ai déjà fait 2h30. Mais si tu veux revenir, un de ces quatre, c'est avec plaisir. On se prend la matinée, la journée s'il le faut et on pourra faire un petit record comme ça. Excellent. Merci beaucoup Hilary. Merci beaucoup à toi Bart, ça a été un plaisir. Salut.